Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du débrief. Le Maroc s'est enfin doté d'un texte juridique contre la violence à l'égard des femmes. Le texte était attendu depuis longtemps et c'est depuis longtemps qu'il est dans les tiroirs du gouvernement. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le texte a été adopté définitivement par les deux chambres du Parlement. Mais si on peut dire qu'il y a des avancées dans cette loi 103-13, il y a aussi beaucoup de lacunes et nous en parlerons avec nos invités. En seconde partie, nous irons en Afrique du Sud et nous commenterons cette démission surprise du désormais ex-président Jacob Zuma, remplacé par son vice-président et tout nouveau président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Pour en parler ce soir avec nous, Naïm Kamal, directeur du site quid.ma, et Madame Zhasqli, qui est ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité de 2007 à 2012, début 2012, dans le gouvernement Abbas El-Fassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et militante féministe depuis longtemps. Nous y viendrons. C'est d'ailleurs pas en sa qualité de ministre PPS qu'elle est sur ce plateau, mais en sa qualité de précurseur du mouvement féministe de la première heure, mouvement féministe marocain. Alors cette loi porte un nom et porte un numéro. C'est la loi 103-13 et c'est la loi contre la violence à l'égard des femmes, faite aux femmes. Brutaliser les femmes est bien malheureusement un comportement universel et le Maroc n'en a pas l'apanage. On retrouve ça un peu partout et sauf peut-être dans certains pays ou dans certaines sociétés. Par exemple, chez nous, au sud du Maroc, c'est quelque chose qui est banni socialement plus qu'il est banni juridiquement. Alors, Zhasqli, vous avez été précurseur, donc, comme on disait, de cette loi. Et vous avez fait des droits des femmes, de l'égalité, de la parité, de l'avortement, votre combat, le combat de toute une vie. Alors, comment vous définissez d'abord la violence contre les femmes et d'où vient la genèse de cette loi qui est, à sa sortie, déjà critiquée par les ONG et par les organisations féministes ? Très bien, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Marhaba. Et je salue tous les téléspectateurs, enfin les auditeurs et auditrices. Et je salue mon ami Naïm Kamal. Et je voudrais dire que c'est très important de contextualiser cette loi. Dans quel contexte elle est venue? Parce que le Maroc a connu de nombreuses années où les femmes ont été victimes de fortes discriminations, ont été victimes de violences. Pendant des années, nous avons parlé de violences qui rime avec silence. Et là, la société civile et le mouvement féminin ont joué un rôle très très important pour visibiliser ces discriminations, visibiliser ces violences. Nous avions un code du statut personnel qui favorisait fortement la violence parce qu'il était discriminatoire et qu'il ne laissait aucune possibilité aux femmes de pouvoir effectivement manifester leur liberté, manifester leur désir, puisqu'on pouvait leur imposer une deuxième épouse. Elles étaient tenues de rester dans le domicile conjugal, même quand elles étaient victimes de violences. Elles étaient mariées de façon précoce. Il y avait une multitude de mesures et de lois qui étaient très discriminatoires à l'égard des femmes. Alors tout ce mouvement pour les droits des femmes, dont je suis fière de faire partie, pendant toutes les années 70, les années 80, les années 90, ont longtemps rencontré ce que nous appelions la conspiration du silence. Ça veut dire on avait beau dénoncer, visibiliser, communiquer, personne ne nous entendait. Et puis est venue l'ère des changements, au début les petits changements, au début des années 90, à travers la petite réforme du Code de la famille de 1993, qui n'a fait que désacraliser, disons, ce code de la famille qui était considéré au départ comme étant un texte pratiquement sacré. Sacré, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'on demande sa réforme pour qu'on soit banni, qu'on soit accusé d'être des mécréantes, etc., etc. Donc il y a eu en 93 des petits changements, comme 2 femmes qui sont arrivées au Parlement, comme l'adhésion à la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, mais qui était, disons, avec tellement de réserve que ça vidait cette adhésion, disons, de son contenu. Ensuite, il y a eu l'ère des vrais changements. C'était la fin des années, le début des années 2000, disons, à travers le plan d'intégration. C'est vous qui parlez ou c'est moi? C'est vous. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a eu... il faudra prendre l'habitude avec Naïm. Il agit toujours comme ça. Non, parce qu'il y a 2 choses. Bon, on peut dire, si vous voulez, l'arrivée du gouvernement d'alternance a été la première fois où, pour nous, c'était l'événement. Il y avait dans la déclaration gouvernementale la question de la violence à l'égard des femmes. Effectivement, il y a eu, tout un contexte, on peut y revenir, mais il y a eu les changements majeurs qui sont intervenus à travers l'accès des femmes au Parlement, 35 femmes élues en 2002. Donc c'était la première fois qu'on avait
vraiment une présence des femmes au sein du Parlement. Et dans ce contexte-là, le discours historique de Sa Majesté le Roi, le 10 octobre 2003, où il a annoncé le contenu du Code de la famille. Mais ça, c'est la première loi qui a mis un frein, si on veut, à la violence à l'égard des femmes, institutionnelle, en permettant effectivement que le mariage soit fondé sur des principes qui s'approchent de l'égalité et la reconnaissance des droits des femmes, etc. Donc c'était un texte révolutionnaire à ce moment-là. Et ce qui a caractérisé ce texte, c'est qu'il a été, malgré la période perturbée qui a précédé concernant le plan d'action pour l'intégration des femmes au développement, les manifestations de Casablanca, de Rabat, etc., ça a été un texte qui a été adopté à l'unanimité et la société civile a applaudi. Moi c'est ce contexte-là qui me manque aujourd'hui. À ce moment-là, on a dit, à l'unanimité, on a dit c'est un texte qui constitue une grande avancée. Alors précisément pour cette loi qui s'appelle la loi 103/13. J'y viens. Le Code de la famille, c'est le côté civil de la relation entre les hommes et les femmes au sein de la famille. Le côté pénal, il n'était pas là. D'ailleurs, même des mesures qui sont prévues dans le Code de la famille, comme la question de l'interdiction de l'expulsion du domicile conjugal, etc., le Code de la famille n'a pas prévu de mesures, disons, pénales. Donc la loi contre la violence à l'égard des femmes, elle est attendue depuis ce moment-là, depuis 2004, février 2004. Et c'est tout un travail d'élaboration commune qui a été fait, qui a fait qu'il y a eu un projet de loi sous Yasmina Beddo en 2006. Il y a eu un projet de loi en 2010 que j'ai présenté, qui, chaque fois c'est normal, on a une ambition d'aller plus loin que le prédécesseur. Donc il y avait eu approfondissement de la concertation avec les associations et il y avait eu un projet de loi qui a été déposé en 2010 au secrétariat général du gouvernement qui comportait 64 articles. Et on a eu, si vous voulez, tout un processus de réforme qui a été couronné par la Constitution. À partir du moment où on a la Constitution, on est dans une nouvelle ère. On ne peut pas juger un projet de loi aujourd'hui comme s'il était venu il y a 20 ans. Est-ce que votre proposition de projet de loi était une véritable loi pour sanctionner la violence contre les femmes ou c'était simplement des changements d'articles du Code pénal, comme vous me disiez hors antenne, ce qui est le cas aujourd'hui avec cette loi? Bien, écoutez, dans le projet de loi que nous avions préparé, pourtant qui était antérieur au Code, aujourd'hui on a la Constitution. La Constitution, il y a l'article 19 qui dit l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Aujourd'hui on a une Constitution qui interdit toute forme de violence, qui interdit la discrimination. L'article 22 interdit toute forme d'atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque par quelque personne que ce soit. Donc on a un cadre juridique qui est beaucoup plus fort, qui est la loi fondamentale. Donc aujourd'hui, on a une attente beaucoup plus grande et des exigences beaucoup plus grandes. Alors en quelques mots, on va rentrer dans le détail. Mais malgré tout, je réponds à votre question. Nous avions prévu un chapitre au sein du Code pénal. Il y avait un chapitre qui était consacré à la loi contre la violence à l'égard des femmes. C'était consacré à la violence conjugale et il y avait un certain nombre il y avait des définitions qui étaient conformes aux définitions internationales. Il y avait le viol conjugal qui était pénalisé. Il y avait le vol entre époux qui était pénalisé. Il y avait c'est-à-dire il y avait un ensemble... Alors ça c'était pour votre loi Nasralli. En quelques mots, comment vous trouvez cette loi, la 103/13, qui a quand même mis 5 ans à trouver son issue dans les méandres du Parlement, qui n'est toujours pas promulguée. Elle est adoptée, mais elle n'est toujours pas promulguée. Comment vous la trouvez en quelques mots? On va rentrer dans le détail tout à l'heure, si vous permettez. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une chose, parce que j'ai parlé dans mon introduction, comme quoi les associations de la société civile ont joué un rôle fondamental dans la visibilité de cette violence à l'égard des femmes. C'est grâce à ce mouvement féminin que nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, cette loi, aujourd'hui, les associations, qu'est-ce qu'elles disent? Elles la refusent. Elles la refusent parce qu'elles considèrent que c'est une loi qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Très bien. Alors moi quand j'ai été ministre... Vous allez nous expliquer. On va entendre le son de cloche de Naïm Kamel. Comment vous trouvez? C'est quoi votre lecture de cette loi? Ça fait quand même 5 ans qu'elle est en train de tourner. Je n'ai pas une lecture particulière ni personnelle. C'est-à-dire d'abord, il faut la juger par rapport à l'accueil que lui font les associations féministes et féminines. Ça serait vient de dire exactement. Donc, elles sont les premières concernées. Cela ne veut pas dire que les hommes doivent être étrangers à ce combat et à cette lutte. Moi, je crois qu'une loi, d'abord, on peut considérer
que c'est déjà un acquis, comme on a considéré que la Moudouana est un acquis, comme on a considéré le plan d'intégration malgré toute la polémique qu'elle a créée comme un acquis, comme on a considéré l'article 19 de la Constitution comme un acquis, mais une loi, quelle qu'elle soit, qu'elle concerne les violences faites aux femmes, ou qu'elle concerne par exemple le mariage, la Moudouana, le mariage, l'interdiction de mariage aux non-adultes, aux non-majeurs, elle ne vaut que par l'application qu'on en fait. Et c'est pour moi l'essentiel. Je fais abstraction ici que cette loi, par exemple, ne retient pas le viol conjugal. On en parlera tout à l'heure. Et on en reparlera tout à l'heure. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi, et c'est dommage d'en rester là. Mais il y a un scepticisme ambiant, parce qu'on a vu plusieurs avancées dans les textes, mais ces avancées au niveau de la société restent timides, timorées, non appliquées, non observées, non, c'est-à-dire la force de la loi ne s'exerce pas comme elle doit s'exercer normalement quand on assiste par exemple aux violences contre les femmes. On ne sait pas ce que c'est les violences contre les femmes. Moi, j'aimerais bien. La question, c'était ça à laquelle devait répondre. À laquelle devait répondre. On va y revenir. On ne va pas oublier ça. À laquelle devait répondre, nous dire ce que c'est, nous définir ce que c'est la violence. Et ça, c'est un champ très vaste du relativisme. Est-ce que le fait de draguer une fille dans la rue est une violence? Et à quel niveau, à partir de quand, elle devient une violence? Est-ce que se montrer... À partir du refus. Du refus clairement exprimé. Oui, non, c'est-à-dire, non, je dis, aujourd'hui, on peut aller d'un extrême à l'autre. Il y a une jeune fille qui passe, un jeune garçon qui passe à côté de là, il dit, ça va, zine. Est-ce que... Elle ne répond pas. Ça fait partie du harcèlement, c'est-à-dire j'ai le droit, enfin une femme a le droit de se promener dans la rue sans qu'elle soit interpellée à tout bout de champ par ce genre d'interjection. Alors, il y en a d'autres qui te disent non, il faudrait être un peu plus clair parce que sinon on va réduire la société à la non-séduction, à la non-moyen d'établir des relations, etc. Et c'est pour ça, moi, que j'aimerais bien qu'avant qu'on légifère, qu'on nous dise exactement, on le voit aujourd'hui dans les sociétés occidentales, les poursuites pour abus sexuels, pour harcèlement sexuel au travail. On voit l'histoire de Weinstein, 20 ans après qui surgissent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache où on va. Alors on va laisser nous donner quand même cette définition de la violence. Qu'est-ce que la violence contre les femmes? C'est ça, exactement. Moi, j'aimerais bien savoir comment elle se décline. Il y a plusieurs aspects d'après ce que dit la loi. Mais je crois que c'était important quand même d'attirer l'attention sur le fait que la violence à l'égard des femmes, ce n'est pas une violence ordinaire, parce que la violence, on vous dit, il y en a dans la société, tout le monde est victime de violence, etc. Mais les enjeux de la violence à l'égard des femmes, c'est des enjeux très très graves. Parce qu'il y a le viol, parce qu'il y a le harcèlement sexuel, parce qu'il y a les grossesses illégitimes, parce qu'il y a les enfants en situation de rue, parce qu'il y a les problèmes de l'avortement, les problèmes du sida, les problèmes de la scolarisation des filles. Les filles ne vont pas à l'école parce qu'elles sont harcelées sexuellement. Les filles ne travaillent pas, des filles ne vont pas au travail parce qu'elles sont embêtées, elles sont violées, harcelées, etc. dans la rue. Donc il y a tout un contexte socio-sanitaire qui fait que la violence à l'égard des femmes, c'est un problème de santé publique, un problème d'atteinte aux droits humains des femmes, à la liberté de circulation des femmes. Et d'ailleurs, pour parler de la définition, ce n'est qu'en 1993 que les Nations Unies ont reconnu le phénomène de la violence à l'égard des femmes comme une atteinte aux droits humains des femmes et comme une discrimination exercée à l'égard des femmes. Donc ce que j'aimerais remettre dans le contexte, quand on parle de harcèlement, de violence, on ne parle pas uniquement du harcèlement sexuel dans la rue, on parle de la violence physique, de la violence sexuelle, de la violence psychique, de la violence économique, de la violence même politique. Même l'exclusion politique des femmes, c'est une forme de... Tout ce qui est discrimination, c'est une forme de violence à l'égard des femmes. Donc à ce niveau-là, de la politique, ce n'est pas vraiment de la violence par rapport à la violence économique ou sexuelle ou physique, quand même. Écoutez, vous savez, quand on a un gouvernement... Une sorte d'ostracisme, peut-être. Quand on a un gouvernement avec une seule femme, ministre, alors que nous avons une constitution qui préconise
la parité, on a une seule femme ministre et 8 femmes secrétaires d'État. C'est difficile de ne pas dire que c'est une forme de violence. On a une seule femme ministre, mais je vous ferai remarquer que c'est le PJD qui l'a présenté. Les autres partis n'ont pas présenté de femmes. Quoique dans ce gouvernement, on a des secrétaires d'État. C'est la faute à qui d'abord? Vous voulez défendre le PJD? Non, si vous voulez... Je voulais discuter sur cette question de... Si vous voulez poser ça sur un temps polémique, moi je n'irai pas, je ne défends... Attendez, on ne va pas rentrer dans les considérations gouvernementales, PJD ou pas. Non, c'est-à-dire... On ne parle pas d'abord des partis. On a dit que on est dans une émission, on ne parle pas des partis. Alors, Naïm, s'il vous plaît, puisqu'on voulait parler de ça, je vous pose une question qui parle de ça directement. Mais laissez-moi donner la définition. Ah, excusez-moi, continuez. Alors voilà, en définition, on reviendra sur le problème de la violence politique et d'autres. Alors la définition, on désigne par violence fondée sur le genre tout acte de violence sur la base du sexe et qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le préjudice ou une souffrance à la femme, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de tels actes, y compris la contrainte ou la privation arbitraire, que ce soit en public ou en privé. Après viennent des définitions. Mais quand vous dites susceptible, qui est habilité à déclarer que ce n'est plus susceptible, ça devient réel? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, les traces de la violence à l'égard des femmes ne sont pas toujours objectivables. C'est-à-dire, par exemple, supposer une femme, comme ils disent, qui a été violée et qui était déjà mariée, qui était anciennement, ou qui n'était pas vierge. Mais il y en a qui vous disent, mais où est le préjudice? Il n'y a pas de préjudice. Elle n'a pas eu de préjudice. Alors, on me dit est susceptible de produire un préjudice. Ça élargit le champ de la définition de ce qu'est la violence. Chaque fois qu'on parle de violence, la violence psychologique, c'est la même chose. Ça ne laisse pas de traces physiques dans la personne, mais elle est susceptible il se peut qu'à cause de cette violence psychologique, de ce harcèlement, il se peut qu'elle aille se suicider. Ça dépend de la perception qu'on a la femme elle-même. Alors, je suis d'accord avec vous pour le harcèlement sexuel. On va passer sur le côté subjectif. Il y a un point très important que vous avez soulevé, Naïm Kamel, tout à l'heure. C'est que vous avez dit qu'il faut distinguer entre le harcèlement sexuel et entre ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la drague, ou là, la séduction, etc. Et là, le Conseil national des droits de l'homme, non. Il définit justement, le harcèlement sexuel ne peut être défini que par rapport à une gêne, à un malaise, à un sentiment de menace qui est produit chez la femme. Et là, je voudrais quand même qu'on soit pédagogique parce qu'on est devant un grand public. Moi, j'avais mon fils qui avait 14 ans, qui est venu me dire « Maman, j'ai dragué ». Et alors, je voulais juste poser la question, il me dit « Quoi? Tu ne vas pas me dire que c'est interdit de draguer ?» Je lui dis « Est-ce que tu connais la différence entre draguer et faire du harcèlement sexuel? Comment ça s'est passé ?» Il m'a dit, c'est rien, j'étais avec des copains, on allait dans la rue, il y avait une fille, et on commençait à lui dire qu'elle était jolie, etc. J'ai dit, mais est-ce que tu as pensé à cette fille? Comment elle va se sentir dans la rue si vous lui dites qu'elle est jolie, etc. Et qu'elle est dans la rue, que vous êtes 4 ou 5 et qu'elle est toute seule, et qu'elle se sent menacée, qu'elle se sent mal à l'aise, et qu'elle est obligée d'accélérer le pas, etc. Ça, ce n'est pas de la drague, c'est du harcèlement sexuel. Mais si tu es dans la cour d'école et que tu parles avec une fille et que tu lui manifestes quelque chose de gentil à son égard, ton attirance, tout en étant dans un contexte où elle ne se sent ni menacée, ni en danger, ni rien, là, c'est de la drague. Bien, donc, alors cette loi. C'est important. On a un peu défini. Aujourd'hui, dans la loi actuelle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On a posé le débat, on a planté le décor. Cette loi, est-ce que vous n'êtes manifestement pas tout à fait transporté de joie à l'adoption de cette loi, alors qu'il y a quand même des avancées dans cette loi. Naïm disait tout à l'heure... On ne parle pas d'abord de la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Alors, c'est ce qu'il y a dans la loi. Il y a des avancées. On va commencer parce qu'on a commencé déjà par les défaillances et on va y revenir. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'on peut considérer de positif dans cette loi? Sachant que Naïm Kamel, qui devra aussi dire, qui dira aussi ce qu'il en pense, a dit ce qu'il fallait dans le sens où il y a déjà une plateforme juridique, une plateforme législative. À partir de là, on peut aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme avancée dans cette loi? Est-ce qu'il y en a? D'accord. D'abord, disons, qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Est-ce qu'on le sait? On ne l'a pas encore dit. Et les gens veulent savoir ce qu'il y a dans cette loi. Donc, dans cette loi, il y a premièrement les définitions. Un certain nombre de définitions, mais ces définitions, malheureusement, ne correspondent pas aux définitions internationales. Elles sont tronquées d'un certain nombre de points. On pourra y revenir dans les détails. Ensuite, il faut la distinction entre la violence physique, morale, sexuelle, économique. Il y a une définition qui est donnée, qui est claire. On a parlé tout à l'heure de provoque
ou est susceptible de provoquer, هاد الكلمة ديال est susceptible de provoquer ne figure pas dans la définition globale de la violence. Donc on a enlevé le côté, on n'a pas mis aussi le côté, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire, ce ne figure pas dans la définition. Ensuite, quand on parle de la violence physique, on dit quiconque, quelle que soit l'origine, disons, quel que soit l'auteur de cette violence physique. Mais quand on parle de la violence sexuelle, on ne dit pas quel que soit l'auteur de cette violence sexuelle. Et là, on a l'exemple de la Tunisie. Pour qualifier le viol conjugal, ils disent tout simplement la violence sexuelle, quelles que soient les relations qui unissent entre l'auteur et la victime. C'est-à-dire ça laisse un champ ouvert pour ceux qui soient mariés ou qui ne soient pas mariés, parce que, après tout, ils peuvent très bien être mariés, mais être en instance de divorce. Ils peuvent être mariés, mais être complètement fâchés, être séparés. Et il peut exercer un viol sur sa femme à ce moment-là. Et la loi actuelle, même la loi telle qu'elle a été adoptée, n'inclut pas dans son champ la question de la... Excusez-moi, mais quand je vous entends parler comme ça, on risque de partir, alors que le but et l'objectif premier, originel de cette loi est de dissuader et de sanctionner. On risque d'aller, si on prend vos définitions dans le contexte social sur lequel on reviendra, on risque d'aller vers une société qui est terrifiée, où les gens ne peuvent plus se parler. Ou alors, dans ce cas, on risque d'être accusé de harcèlement. D'accord. Anna, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez 2 minutes pour terminer la présentation de ce qu'il y a dans la loi. Naïm Kamal qui voudrait aussi parler des avancées parce que le temps court. Le temps court. Bon, donc alors donnez-moi 2 minutes ou 3 minutes ou 1 minute, mais il faut que je puisse terminer. On ne m'accusera pas d'harcèlement. En plus, c'est les précurseurs. Il n'en est pas question, non. Non, parce que la loi, il y a premièrement les définitions, il y a deuxièmement les dispositions qui modifient des lois, qui modifient des codes, des articles du code pénal, qui modifie des articles du code de procédure pénale. Et ensuite, il y a troisièmement les dispositifs de prise en charge pour les femmes victimes de violences. Donc quand cette loi, maintenant qu'elle est adoptée, la plupart des articles vont sortir de cette loi, ils vont aller dans le code pénal, ils vont intégrer le code pénal, et il restera dans la loi uniquement les définitions et les mécanismes de prise en charge. C'est pour ça que les associations ont estimé que ça ne permet pas réellement de combattre la violence à l'égard des femmes. Et on a comme élément de comparaison la loi tunisienne, qui, elle, la loi tunisienne est beaucoup plus claire, parce qu'elle avance d'entrée de jeu que cette loi a pour objectif de protéger les femmes contre la violence. Elle énonce les principes qui sont appelés de la diligence voulue, qui est un principe recommandé par les Nations Unies pour élaborer des lois, pour dire que l'État a l'obligation, l'engagement d'enquêter, de prévenir la violence, de protéger les femmes contre la violence, de punir les auteurs de violence, etc. Il y a tout un ensemble d'engagements de l'État. Bon, la loi tunisienne, elle est faite dans sa globalité. C'est une loi globale pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. On laissera quand même Naïm Kamal parler des avancées qu'il voit, lui, dans ce texte de loi. Parce qu'il y en a, je ne vois pas... Madame... Quand je dis des avancées, vous ne m'avez pas laissé le temps. Il y avait un point sur lequel je voulais insister tout à l'heure. On peut légiférer autant qu'on voudrait. Je l'ai déjà dit au début. Une loi ne vaut que par son application. On peut amener l'exemple de la loi tunisienne. Et elle ne vaut que par l'application qu'on a faite et par son impact réel dans la vie de la société. Alors, il y a une récente étude de l'ONU qui a été présentée à Beyrouth où on trouve que 50% de femmes marocaines considèrent que les violences conjugales à l'intérieur d'un ménage comme une chose naturelle et normale, que ça fait partie de la vie, c'est-à-dire ça fait partie de leur culture, de leur éducation. Et c'est là où je dis, il y a 2 façons de travailler, ou en amont ou en aval. Et quand on travaille sur les textes, c'est très bien, on est en train de travailler en aval. Mais quoi que puisse contenir ces textes, si on ne travaille pas en amont, et c'est ça ce qui nous fait défaut, et c'est là où peut-être qu'en amont, dans une société comme la marocaine, le travail se met dans le sens inverse. La roue tourne dans le sens inverse. La roue tourne vers le retour en arrière, vers le conservatisme, voire l'obscurantisme, voire vers la femme soumise. Quand vous avez une femme, on l'a vu à Casablanca, vous en avez parlé tout à l'heure, quand on a parlé du plan d'intégration de la femme au développement, on a vu que le nombre de femmes qui étaient
voilées présentes à Casablanca était presque le double de celles qui étaient non voilées dans la manifestation de Rabat. Et c'est là où il y a un problème qu'il faudrait régler à l'avance. Il ne suffit pas de légiférer. Il ne suffit pas de dire nous avons enregistré. On l'a vu avec la Moudouana. Avec la Moudouana, on a dit il est strictement interdit qu'on puisse marier une femme, c'est 18 ans ou 16 ans 18 ans. 18 ans. Mais on le sait qu'aujourd'hui, que ce soit en ville, et encore pire dans la campagne, dans le monde de la paysannerie, dans le monde rural, on continue à marier des jeunes filles de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, et parce qu'on a gardé aussi la porte ouverte. Donc c'est à ce niveau-là, moi j'aurais préféré, au lieu d'aller me concentrer sur des définitions aujourd'hui qui ne nous mènent pas vraiment vers quelque chose de concret, qu'on essaie de trouver d'autres techniques, d'autres moyens, d'autres méthodes de travail pour que les mentalités changent, pour que les esprits évoluent et pour que ce respect dû à la femme, cette égalité due à la femme, soit non pas le produit d'une loi, mais la loi soit le produit d'une conviction partagée par la société. Et c'est là où il y a le déséquilibre de la démarche. Et c'est là où on voit les déchirements au sein d'une société. On l'a vu en France, quand il y a eu le texte qui a été, dans l'icône a été Catherine Deneuve, qui répondait sur cette histoire de harcèlement, de viol à la femme. Il disait, attention, nous allons vers les extrêmes. Il y avait quand même une centaine de femmes, et pas des moindres, qui l'avaient signé, qui avaient fait un tollé, et qu'on a vu une levée de boucliers de toutes parts, mais qui disaient, mais attention, et Aziz, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on se retrouve à force de féminisme dans une société qui abolit la féminité. Donc c'est bien ce qu'on disait, il faut voir ça. Non, s'il vous plaît, on va voir ça en deuxième partie parce que nous avons, vous savez, le temps court et ça passe très vite, il y a tellement de choses à dire que vous êtes intarissable sur cette loi. On va essayer quand même de dire ce qui reste parce qu'il y a encore pas mal de choses. On se retrouve après quelques minutes de pause. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous reprenons notre débat très passionné, très animé sur cette nouvelle loi qui vient d'être adoptée par le Parlement sur la violence à l'égard des femmes, contre la violence à l'égard des femmes. Pour ceux qui nous rejoignent, avec nous pour en débattre aujourd'hui, Naïm Kamel, directeur et fondateur du site Quid.ma, et Nzha Srli, ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, 2007-2012, gouvernement Abbas Fassi. Je ne vous ai pas laissé tout à l'heure parler des avancées de cette fameuse loi 103-13. Est-ce qu'il y en a? Et s'il y en a, quelles sont-elles? Bien sûr, il y a eu des avancées dans cette loi. Les avancées, c'est notamment l'aggravation des peines et l'aggravation des peines dans un certain nombre de cas, quand c'est l'époux, le divorcé, le prétendant qui sont auteurs de cette forme d'une forme ou d'une autre de violence. Comme avancé également, il y a eu l'aggravation des cas quand il s'agit de femmes en situation de handicap. Et ça, c'est très important parce que les femmes handicapées subissent souvent une forme de violence accrue. Il y a eu également de nouvelles mesures de sûreté personnelle, notamment l'interdiction du contact avec la victime et le suivi psychiatrique de l'auteur, donc de l'auteur de la violence. Et également, pour la première fois, il y a eu pénalisation de l'expulsion du domicile conjugal, également de la dilapidation des biens communs, mais ça n'a pas été jusqu'à l'interdiction du vol conjugal, du vol entre époux. Et également, pour la première fois, il y a eu pénalisation du mariage forcé, ce qui en soi, on ne pourrait qu'applaudir, mais seulement ça a été conditionné par le fait qu'il y ait une violence ou une menace pour ce mariage forcé. Et on sait qu'en général, le mariage des mineurs peut être considéré comme un mariage, ou bien un mariage forcé, ou bien un mariage subi. Et ce n'est pas par la menace ou par la violence que c'est utilisé, mais par d'autres moyens. Mais malheureusement, dans ce cas-là de pénalisation du mariage forcé, les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la victime, et également la plainte est annulée si la victime retire sa plainte. Donc ça, ce sont un ensemble, disons, d'avancées. Également le harcèlement sexuel. Ça, c'est important, ça a été introduit. Ce point est important, mais seulement quand je compare, là aussi, le texte tunisien avec le texte marocain. Le texte tunisien, l'article 16, est puni d'1 an d'emprisonnement quiconque gêne intentionnellement une femme dans un lieu public
par tout acte, parole ou geste susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa considération ou d'affecter sa pudeur. Au Maroc, dans l'article 503.1.1, où le harcèlement sexuel est pénalisé, on ne parle pas du fait que ce soit la femme. C'est-à-dire ça peut être aussi bien l'homme qui harcèle que la femme qui harcèle. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Parce que les hommes ont beaucoup plus facilement accès à la justice que les femmes. J'ai des chiffres qui montrent que très très peu de femmes ont réellement accès à la justice. Et aujourd'hui, on pourra dire que la femme a harcelé l'homme parce qu'elle est habillée d'une certaine façon, ou parce qu'elle a regardé d'une certaine façon, ou parce qu'elle a fait un geste ou quelque chose. C'est-à-dire c'est une lame à double tranchant. La définition n'a pas été précisée. Et là, le CNDH a beaucoup insisté dans ses recommandations sur le fait qu'il faut dire, pour différencier entre le harcèlement sexuel et entre, la séduction, il faut qu'il y ait comme condition que ça produise un malaise chez la femme, que ça produise un malaise, un sentiment de menace, etc. La définition n'a pas été faite. Et également concernant les preuves, il n'y a pas eu d'avancée importante pour pouvoir prouver effectivement qu'on a été victime de harcèlement sexuel. Donc il y a eu des avancées, mais... Je vais encore me faire quelque part l'avocat du diable, mais quand on vous entend parler, on risque de tomber, c'est ce que disait Naïm Kamel, on risque de retomber quelque part dans les extrêmes. Dans les extrêmes, vous connaissez cette campagne mondiale sur Balance ton port, MeToo, etc. On se retrouve avec des gens qui ont eu un mot ou deux déplacés, qui se retrouvent détruits dans leur carrière. On ne sait plus qui peut parler à qui et comment. Et Naïm Kamal, je reviens à vous pour ce que vous disiez avant la pause sur l'adaptabilité de cette loi à notre société. Est-ce que vous pensez qu'elle est véritable, qu'on peut aller plus que ça? Avec les avancées qu'il y a eu. Je tiens à dire quelque chose à ce sujet parce qu'on a l'impression que le harcèlement sexuel, c'est juste quelqu'un qui embête quelqu'un dans la rue et qu'elle s'en va. C'est que non, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont violées, qui subissent le viol et qui, quand elles vont porter plainte, elles se retrouvent en prison. Parce que, c'est réellement, elles se retrouvent en prison parce qu'elles n'ont pas prouvé qu'il s'agissait d'un viol, parce que c'est difficile de le prouver, et on leur dit relation sexuelle hors mariage, et elles se retrouvent en prison. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une loi qui pénalise la relation sexuelle en dehors du mariage, dans le code pénal, ça empêche les femmes d'aller porter plainte pour les cas de viol. Vous en pensez quoi? Donc je pense que ce n'est pas des petits problèmes, Madame c'est des gros problèmes. a bien développé, mais est-ce que tout ça ne va pas trop vite? Il est vrai ce qu'elle vient de dire. Quand il y a viol avéré, il n'y a pas de problème. Et quoique il est difficile d'avérer un viol s'il se fait dans un lieu dissimulé, caché dans un appartement quelque part, et sans témoin, etc. C'est la parole contre parole. Quoique aujourd'hui, avec des tests, on peut voir s'il y a eu... Parce que quand il y a viol, généralement, il y a violence. Et quand il y a violence, on en trouve les traces. C'est-à-dire, généralement hein, quand on fait ce travail. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce cadre-là. Je crois qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la société marocaine continue à vivre un système où, culturellement, dans le patriarcat, dans le machisme. Et ce n'est pas demain qu'on va en sortir. Parce que c'est là que je disais que c'est un problème qu'il faut aussi travailler, et beaucoup en amont, c'est-à-dire dans les changements des mentalités, des esprits et de la culture, au moment où c'est à rebours qu'on va faire ce travail. Pardonnez-moi, je vous interromps une seconde pour vous donner des chiffres qui me semblent intéressants, pour montrer que ce n'est pas uniquement... Non, je sais que vous n'avez pas fini, mais je vous donne, juste pour alimenter un peu votre réflexion, si vous voulez bien. On dit que le Maroc, société conservatrice, etc., d'accord, mais j'ai des chiffres de France, selon un sondage Ipsos 2016, où 40% des hommes interrogés confient qu'une attitude provocante en public atténue le viol ou responsabilise en partie la victime. 27% affirment qu'une tenue sexy dans la rue, jupe ou décolleté, peut justifier le crime. Et 38% estiment qu'une femme qui flirte avec un homme sans vouloir de relations sexuelles est quelque part responsable. Donc finalement, ce n'est pas que le Maroc. Est-ce que c'est universel ou pas? La question vaut aussi pour Mme Srli. Oui, bien sûr que c'est universel. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on en arrive à une société où, aujourd'hui, on le voit dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique, où un homme, quand il voit une femme monter dans l'ascenseur, il n'y va pas. Parce qu'il a peur. Oui. Faudrait pas qu'on en risque, c'est le travers. Il faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on parte d'un extrême à l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, et ça a fait réagir Mme Srli quand j'ai dit
il ne faut pas que le féminisme soit le contraire de la féminité. Que la femme a une féminité, l'homme a une masculinité, et il y a une complémentarité, et toute la chaîne de la reproduction humaine repose sur ça. Si la reproduction a été construite sur le plaisir, c'est pour qu'elle s'assure, c'est pas pour rien. Mais là, on entre dans un champ très, très, très vaste. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la comparaison qu'elle faisait entre la loi tunisienne et la loi marocaine, c'est dans les définitions. Où est le véritable crime quand on fait un compliment à une femme sur sa beauté? Si on ne la touche pas, si on ne l'attire pas. Évidemment, si on poursuit une femme ou une jeune fille, il faut l'avoir vécu et avoir été dans les centres d'écoute. C'est ça notre problème, Naïm, finalement. C'est que nous sommes des hommes, on n'a pas la sensibilité d'une femme de comprendre. Non, c'est-à-dire, moi je vous dis, il faut relativiser les choses. Maintenant, si le fait de regarder une femme avec admiration dans la rue parce qu'elle est jolie, elle est bien habillée, bien maquillée, etc., ça devient du harcèlement, je suis désolé. Mais écoutez, on a le point de vue des hommes et on a le point de vue des femmes. Je suis désolé. Et le point de vue des femmes, ce n'est pas mon point de vue. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez parlé. C'est moi qui parlais aussi. Vous touchez des cordes sensibles. Vous touchez des cordes sensibles, donc forcément il y a des réactions comme ça. C'est moi qui parle, c'est vous. C'est moi qui parle, c'est vous. C'est vrai qu'il est passionné ce débat finalement. Allez, on va laisser Mme Sreli. On va laisser Mme Sreli y aller. C'est pas la journée de la femme, mais c'est pas grave. Vous allez continuer à parler. C'est la journée de Mme Sreli. Je me pardonne, mais ça me tient à cœur. Aujourd'hui, ce qui menace la société. Sinon, on va m'accuser d'harcèlement. Ce qui menace la société, c'est la violence à l'égard des femmes. Regardez, il y a 62% des femmes, d'après l'enquête du HCP, qui ont été victimes d'une forme ou d'une forme de violence contre les hommes qui a été créée au Maroc. Je les connais, je les ai invités et je leur ai demandé, d'abord, ce n'est pas un phénomène, c'est des cas. On ne veut pas encore avouer qu'il peut être violenté. Je leur ai demandé quelle est la forme de violence qu'ils subissent. Quand j'étais ministre, je les ai invités courtoisement à venir au ministère et à m'exprimer parce que je ne peux pas être insensible à des hommes victimes de violence. Ouais. J'ai dit, quelle est la forme de violence que vous subissez? On m'a dit que c'est par rapport aux enfants, à l'influence sur les enfants. Quand il y a le divorce, il y a des femmes qui utilisent le mari comme une vache à trait. Comme une vache à trait. Oui, écoutez, il y a aussi des violences physiques qui ont été recensées. Madame Sreli, le phénomène de la violence à l'égard des femmes, c'est un phénomène grave, dangereux, qui entrave les droits humains des femmes. Toute violence contre n'importe qui est grave, Madame Sreli. Il y a une différence entre un phénomène de société et entre des cas, s'il vous plaît, vous parlez de ça. De violence. Vous parlez, moi je veux bien. Je réclamais avoir la moitié du temps parce que vous êtes deux. Et je suis toute seule. J'essaie de ne pas trop parler, seulement pour mettre un peu d'ordre dans le débat. Écoutez, Madame Sreli, vous parlez, on a parlé tout à l'heure du viol conjugal. On va partir du principe que toutes ces femmes violées, on les croit, mais est-ce que ce sont toutes des saintes? Est-ce que dans une question de viol conjugal, est-ce qu'on peut comment prouver ça? Est-ce qu'on peut prouver? Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut prendre un mari, un homme qui pour une raison ou pour une autre a laissé des marques et qui se retrouve en prison? Est-ce que vous pensez que c'est pas aller trop loin quelque part? Dans une société encore une fois conservatrice. Quand on était en train d'élaborer la loi, j'avais présent à l'esprit une chose. Je me disais, j'ai un fils et j'ai une fille. Je ne voudrais pas que ma fille soit victime de violence et je n'aimerais pas que mon fils soit victime d'injustice. Donc à tous les niveaux, il est hors de question de dire qu'un homme doit être sacrifié parce que la femme a porté plainte ou quelque chose. Ce n'est pas du tout le cas. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie justice. Et que, comme on dit, la honte change de camp. Parce qu'aujourd'hui, la femme, quand elle est violée ou qu'elle est agressée sexuellement, la première des choses que font beaucoup de journalistes ou de commentateurs, c'est de dire « Ah, comment elle était habillée, ah, où est-ce qu'elle se trouvait, ah, pourquoi est-ce qu'elle est partie avec lui ?» Vous avez totalement raison. C'est-à-dire, on accuse la victime, devient la coupable. Alors on dit aujourd'hui, et c'est la femme qui a honte d'aller porter plainte. Alors je dis aujourd'hui, c'est un mot d'ordre, les femmes qui luttent pour les droits des femmes, on dit la honte doit changer de camp. C'est celui qui viole une femme qui doit avoir honte. C'est la peur qui va changer de camp. Et la peur aussi, puis on veut que personne n'ait peur, on veut avoir une société équilibrée, on veut qu'il y ait et le respect des droits humains des femmes. Pourquoi est-ce que nous avons une constitution? Je connais, Madame, pourquoi est-ce qu'on a une constitution si avancée? Je connais le cas d'une dame qui a été portée plainte contre son mari. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur le viol conjugal, parce que le lendemain ou 2 jours après une relation sexuelle entre eux, ils ont eu un problème et elle a été dire à la police. Et la police a entendu, a convoqué le mari qui a passé quand même un mauvais moment. Est-ce que vous pensez que
c'est pas vraiment de la terreur qui est en train d'être faite. Écoutez, il n'y aura pas de terreur contre, parce que tout est en faveur des hommes. Tout est en faveur des hommes. Le pouvoir économique, il est entre les mains des hommes. C'est les hommes qui ont l'argent. C'est eux qui ont la possibilité d'aller facilement porter plainte, d'aller prendre un avocat, d'aller au commissariat. La société, elle donne toujours raison à l'homme. La société, la culture sociétale, elle donne toujours هذاك راجل, هذاك ما يتعبش, alors que la femme, c'est elle qui a toujours tort. Pourquoi elle se trouvait là? Donc vous me rejoignez. Pourquoi elle était... La société... Quand je vous dis qu'il faut changer en amont. Non, il faut changer. Comment voulez-vous qu'on change? Il faut changer la culture de la société. Mais comment la changer? Si ce n'est pas à travers les lois. Pas seulement. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'au sud de Maroc, c'est banni, la violence contre les femmes est bannie. Et ça n'a rien à voir avec la loi. C'est une question de culture, c'est une question de société, c'est une question de patrimoine culturel. Est-ce que vous ne sentez pas que nos jeunes, déjà, sont en danger? Les jeunes Marocains, ça me fait mal au cœur, parce que j'ai de l'affection pour eux. Même quand ils sont mal formés, etc., je me sens quelque part responsable. Mais regardez quand ils vont à l'étranger. Partout, ils se font un champion, un artiste, un champion de boxe ou je ne sais quoi, un sportif qui se retrouve chaque fois pris dans des affaires de harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas éduqué au fait du respect du corps de la femme. Il n'est pas éduqué au fait qu'une femme, elle n'est pas faite pour être agressée comme ça. Vous avez dit le maître mot, Madame Sqli, vous avez dit le maître mot, éduquer. Éduquer, oui, éduquer. Mais comment est-ce qu'on va éduquer si ce n'est à travers les lois? Parce que les lois, elles vous fixent des normes. Le mariage précoce, quand on a dit l'âge du mariage, c'est 18 ans, la société a entendu l'âge du mariage, c'est 18 ans. Mais par ailleurs, il y a des gens qui travaillent la société en amont dans le sens inverse, qui sont là pour dire là, il vaut mieux qu'elle se marie plutôt qu'elle ne reste à 16 ans, plutôt qu'elle ne reste vieille fille, il vaut mieux que... C'est-à-dire, il y a des courants idéologiques dans la société qui travaillent négativement, souvent, en défaveur, disons, des droits des femmes. On va essayer d'aller vers l'avenir pour voir, parce que manifestement, moi j'entends les réflexions, j'ai aussi mon avis sur la question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement au niveau de l'éducation, encore une fois? Est-ce que quand vous étiez ministre, vous en aviez parlé à votre collègue à l'époque, à votre collègue à l'époque, M. Chichin, d'introduire un cours d'éducation sexuelle ou d'éducation? Pas seulement. Quand j'étais au gouvernement, j'ai mis en place l'agenda gouvernemental de l'égalité, qui était prévu en perspective de 2015, c'est-à-dire des objectifs du millénaire pour le développement, qui prévoyait un ensemble de politiques publiques dans tous les domaines pour promouvoir l'égalité, et y compris la promotion de la culture de l'égalité à travers justement les médias publics, à travers l'éducation scolaire, à travers l'éducation religieuse, à travers tous les canaux de formation et d'éducation de la population en faveur de la culture de la promotion de l'égalité. Aujourd'hui, après, quand il y a eu le gouvernement et qu'il y a eu l'agenda gouvernemental de l'égalité a été transformé en plan gouvernemental de l'égalité, en enlevant l'axe principal qui était la promotion de la culture de l'égalité. Et pour les médias, Naïm, vous êtes un ancien sage de la AK, vous êtes journaliste depuis une quarantaine d'années, vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il y a à faire aussi au niveau des médias? Parce que la sensibilisation d'une population, c'est l'éducation et c'est les médias. J'allais dire, il y a beaucoup à faire. Il y a tout à faire. Voilà. Il y a tout à faire à ce niveau-là, et pas seulement au Maroc, même dans les pays les plus avancés à ce niveau-là. Même dans des pays scandinaves, on continue à travailler sur la question des médias et de l'audiovisuel et de l'image qu'on utilise de la femme, ne serait-ce que pour les produits de beauté. Ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la lessive, la cuisine, les produits. On utilise la femme comme support. Et je crois qu'à la CAI, on avait fait une étude à l'époque, il y a maintenant presque une dizaine d'années, qui a établi un peu ce rapport. Je crois que ça a été supervisé par Salah El-Wadi et Naïma Mcharqi. Bon, on avait soumis ça au public, on avait soumis ça aux opérateurs audiovisuels du Maroc, sans résultat. Parce qu'il n'a pas eu de suivi. Dans n'importe quel média audiovisuel soit-il, ou écrit ou digital, ou n'importe quoi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez dit un certain nombre de choses, et je crois que finalement, ce n'est ni une loi, ni rien du tout qui va arranger tout ce problème. C'est au niveau de l'éducation. Je vous ai parlé de l'exemple du Sahara. C'est au niveau aussi des médias. C'est au niveau ne pas soutenir les actes de violence, ne pas soutenir, condamner, redire. Et comme a dit Naïm Kamal, dans la société des provinces arabes, mais là, on ne va pas s'en sortir. Il faut passer. Les hommes sont condamnés c'est à pas accepter que l'homme puisse battre sa femme. Mais
Ça, c'est catégorique. Alors, on va prendre, il y a d'autres aspects de discrimination un avion et partir en Afrique du Sud. Madame Srli, nous avons déjà un deuxième thème. Oui, déjà. Vous voyez que le temps court, ça passe très vite. Alors, après plusieurs mois de coups et de contre-coups, de révélations et de compromissions... Le 8 mars, il faudrait faire une émission spéciale dédiée à Madame Srli. Eh bien, justement, non, pas seulement le 8 mars, il faut le faire du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de militantes qui demanderait bien à avoir plus la parole. Ou alors on va programmer une émission de 6 heures et on va parler parce que là, il y a énormément de choses à dire. Après plusieurs mois de coups et de contre-coups, de révélations et de compromissions, de jugements et de contre-jugements, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a finalement jeté l'éponge. Il a été remplacé par son vice-président qui vient d'être élu à la tête de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Alors, au-delà de l'actualité, on va retenir cet ancrage de l'Afrique du Sud et des pays africains à plus de lois, à plus de droits, à plus de démocratie, à plus d'opinion publique. Mais avant d'en parler, rapidement, Naïm Kamal, qu'est-ce qui a conduit finalement Jacob Zuma à jeter l'éponge ? Parce que, comme on le sait, c'était devenu intenable pour l'ANC de garder Jacob Zuma à sa tête ou d'espérer gagner les élections générales de 2019 en restant avec Zuma comme tête d'affiche du Congrès national africain. Zuma est mêlé à plusieurs affaires de corruption, il est mêlé à plusieurs scandales et son image et l'image de son parti a tellement été ternie par ses comportements. Et ça, c'est la malédiction des partis uniques. Pratiquement, même si l'Afrique du Sud est une démocratie, mais finalement, il est gouverné pratiquement par l'ANC, qui est pratiquement un parti unique, puisqu'il domine la vie politique par le fait de son histoire. Alors, on a vu qu'en 2016, ils ont perdu les élections municipales, ils ont perdu les grandes villes, dont Johannesburg, Pretoria, la capitale économique et la capitale administrative du pays, et qu'il y a une dépression sociale dans les bases de l'ANC et de son histoire. Et le garder, c'était aller vraiment vers la perte du pouvoir et la fin de l'ANC historique telle que Nelson Mandela l'a laissé à ses successeurs. C'est lui qui voulait, Nelson Mandela, passer la main d'abord à Ramaphosa, à Cyril Ramaphosa, qui était son enfant chéri. On va passer à Ramaphosa, parce que le temps nous presse, je suis désolé. Qui est Cyril Ramaphosa ? Ramaphosa ou Ramaphosa ? Moi, je dis Ramaphosa parce que j'ai vu PH, mais je crois qu'il prononce Ramaphosa. En tout cas, Cyril Ramaphosa, si c'est le cas, bon, c'est pareil. En tout cas, si vous voulez, c'est important que c'est un militant anti-apartheid. C'est quelqu'un qui a un parcours historique, c'est-à-dire c'est pas un enfant qui est venu comme ça de nulle part. Il a bataillé pour la libération de Nelson Mandela. Il a bataillé pour la libération de Nelson Mandela. Il a payé son tribut en matière de prison. Il a eu 11 mois d'isolement dans les prisons de Pretoria du temps de l'apartheid. Il a été président de la commission constituante de l'Afrique du Sud et aussi syndicaliste et homme d'affaires. Donc en tout cas, il a beaucoup de qualités qui permettent d'entrevoir l'avenir beaucoup mieux, notamment la relation entre le Maroc et l'Afrique du Sud, qui est un point très important. Et là, il y a le message de Sa Majesté le Roi qui a remis les points sur les i en rappelant le réchauffement récent de la relation entre le Maroc et l'Afrique du Sud, et qui est plein d'espoir pour que l'avenir, il puisse y avoir un nouveau chapitre, disons, de coopération entre le Maroc et l'Afrique du Sud, parce que les enjeux ne sont pas simplement pour l'Afrique du Sud, mais c'est l'enjeu pour le développement humain en Afrique, et pour... il y a beaucoup d'enjeux de relations Sud-Sud. Peut-être aller vite en besogne. On rappelle, Naïm Kamal, que le roi Mohamed VI avait rencontré l'ancien président maintenant, Jacob Zuma, en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, et que, selon les révélations qui avaient été apportées par Zuma à l'époque, il avait voulu écouter et comprendre ce problème. Est-ce que vous pensez maintenant qu'avec le nouveau président, les choses vont se réchauffer, effectivement, comme le disait Zasrli, ou alors qu'on va reprendre, c'est reparti pour un tour? Non, il y a des chances que ça soit encore plus facile avec Ramaphosa, ou Ramaphosa, c'est comme vous voulez, du moment qu'on sait de qui on parle.
Maintenant, il ne faut pas croire que ça va se faire du jour au lendemain. Vous savez que pour l'arrivée de Ramaphosa à la tête de l'ANC, c'est fait de justesse. Seulement 179 voix le séparer plutôt du clan de Jacob Zuma, qui est mené par Dlamini Nkosazana Zuma, qui était l'ex-épouse de Jacob Zuma, et dont on connaît les accointances avec Alger, avec le Polisario, et c'est elle qui était à la tête de la commission Justement, africaine. le clan Zuma était un clan politique, uniquement politique et tout à fait politique. Aussi bien Jacob Zuma que Dlamini, son ex-épouse, Dlamini Nkosazana Zuma. Maintenant, il y a Cyril Ramaphosa, qui lui est un homme d'affaires, est un ancien homme d'affaires, ancien syndicaliste, qui a côtoyé Nelson Mandela, qui connaît les relations avec le Maroc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça irait plus vite? Je n'ai pas dit que ça ne va pas se faire. J'ai dit que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de force à l'intérieur de l'ANC, et vous l'avez vu, aujourd'hui, Ramaphosa n'est pas élu président de la République. Il est président de la République par intérim, élu par le Parlement. Il ne deviendra président vraiment élu de l'Afrique du Sud qu'en 2019 aux élections générales. Alors là, au suffrage universel, etc. Aujourd'hui, il est pratiquement par intérim. Et le rapport de force à l'intérieur de l'ANC est tel qu'il doit tenir compte de l'autre clan en attendant d'asseoir son pouvoir, sachant que l'autre clan, quand il y a eu la rencontre d'Abidjan entre le roi et l'ancien président, a réagi et a fait réagir la diplomatie sud-africaine pour dire que l'Afrique du Sud est fidèle à ses positions pro-Polisario, pro-Alger, etc. On a vu toute la littérature qui a été débutée là-dessus. Notre émission vraiment arrive à sa fin. Nous aurions voulu parler de cet ancrage juridique institutionnel en Afrique. Nous aurions voulu parler de la coopération sud-sud. Alors là, vraiment, en 10 secondes. Mais la femme nous a pris trop de temps. J'ai quand même un mot à dire, il n'y a pas que sur la violence. Je dis que les perspectives et la stratégie qu'a employée Sa Majesté le Roi pour ce retour militant, disons, à l'Afrique, c'est de ne pas axer sur la question du Sahara, mais d'axer sur nos objectifs communs de développement humain. C'est toute cette jeunesse africaine qui attend de l'emploi, qui attend un développement humain. Ce n'est pas, on ne va pas axer sur la question du Sahara. C'est à travers l'action commune entre le Maroc et l'Afrique du Sud, qui sont les deux principales puissances économiques de l'Afrique, mais qui sont tous les deux moyens en matière de développement humain. C'est par notre coopération ensemble qu'on pourra effectivement relever les défis. Et le reste coulera de source. C'est effectivement la nouvelle politique africaine du Maroc, la nouvelle politique africaine dans les pays africains. Notre émission arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis du début à la fin dans ce débat particulièrement passionné sur la violence contre les femmes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et passionnant. Pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. La formation continue en continu. Merci à vous.